Comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Ben justement, Alexandre, faisons le bilan de cette fin de semaine au niveau des inondations. Ça a été très soudain, une grosse quantité de pluie tombée en très peu de temps, mais des conséquences importantes dans l'ouest de l'île de Montréal et sur la Rive-Sud. Oui, comme le disait Isabelle, 170 mm de pluie là, sont tombés par endroits en quelques minutes, ce qui fait en sorte qu'on a eu droit à des scènes catastrophiques comme celle-ci, qu'on peut voir d'ailleurs là, dans nos collègues du Journal de Montréal, de l'eau là, à la grandeur d'une rue, une auto là, submergée presque au vitres. Jusqu'au miroir, ben oui. Ah ouais, jusqu'au miroir. Énormément d'eau dans des coins qui, on commence à le savoir, là, Alex et Isabelle, il y a des inondations qui vont se répéter encore et toujours. Là. Dans l'ouest de l'île, il y a des résidences qui sont faites là, avec des entrées qui plongent vers le bas, là, vers un garage. Et ça se remplit d'eau à chaque fois, ce qui fait en sorte que là, la pression est extrêmement forte sur les assureurs là, en fin de semaine. C'est un peu un des premiers moyens là, d'avoir un bilan de la situation. Desjardins Assurance, eux, parlaient de près de 1700 appels reçus, 1400 dossiers ouverts en lien avec des inondations. Ils sont pas les seuls. Beneva, Assurance, Bel Air Direct aussi, là, on a eu beaucoup de demandes. Par contre, ce qui est un peu spécial, c'est que c'est pas nécessairement les assureurs là, qui vont être en pénurie. Pour les gens, malheureusement, qui doivent décontaminer chez eux, c'est les entrepreneurs qui viennent justement là, faire tous les travaux de sinistre. Là. Il y avait d'ailleurs pas mal de gens sur le terrain dans les dernières heures, là, incluant hier matin à de l'ordre des Ormeaux. C'était quelque chose comme encore un 6000 foyers qui étaient toujours privés de courant. On se comprend, tu veux pas rétablir ça trop vite dans des coins qui sont inondés comme ceux-là. Mais malheureusement, ça démontre à quel point il y a des coins, des endroits et des municipalités qui ont de la difficulté justement avec l'adaptation climatique, puis qui vont revivre des épisodes comme ça, malheureusement, tant qu'on n'adaptera pas. 2-3 réflexions en lien avec ça. D'abord, il y a des secteurs, effectivement, où c'est récurrent. Dès que moindrement il y a des fortes pluies, risque d'accumulation, mettez-vous dans les souliers de ces gens-là, là, dans les bottes de pluie de ces gens-là. Ouais. Cette anxiété-là qui, à chaque fois, par exemple, Isabelle, que tu annonces un système météo, un risque d'orage, là, tu te dis, hey, c'est pas vrai, pas encore. Je vais pas encore revivre le même cauchemar qu'on a vécu 1, 2, 3 fois. Puis, tu sais, il n'y a pas moi, je pourrais dire de chance à prendre. C'est-à-dire que quand l'eau rentre comme ça, puis pour avoir eu des discussions avec des assureurs en fin de semaine, risque de moissure, puis tu sais, de l'eau, on s'entend que c'est pas juste de l'eau de pluie. Là. Quand c'est quand c'est des refoulements d'égouts, écoute, là, tu te dis, là, juste au niveau de la salubrité, c'est un vrai casse-tête. Alors, tu sais, le trouble que ça apporte. De deux, on assiste souvent à une espèce de partie de ping-pong, là, où tout le monde se renvoie un peu la balle. La ville dit, il faudrait peut-être que les citoyens en fassent davantage. Je lisais dans certains, et j'entendais certains commentaires de résidents en disant, hey, me niaisez-vous, là, j'en fais déjà assez, j'ai 1, 2, 3 pompes, j'essaie de faire de mon mieux, mais si c'est le système de la ville qui refoule, alors quelle est la responsabilité de chacun? Troisième point, si vous suivez nos collègues Richard Martineau et Sophie Durocher sur les réseaux sociaux, eux, ils ont été pris en fin de semaine dans cette tempête-là à Montréal-Trudeau, parce que ça a perturbé aussi là, bien des vols. Puis on dénonçait, entre autres, les problèmes de communication. Parce que c'est correct, je veux dire, on comprend là, quand il y a un orage puis un système météo, un phénomène météo violent, je comprends que tu peux pas décoller. Là, tout le monde comprend ça. Là. Ouais. Mais parlez donc au monde. Expliquez au monde la situation. Moi, je l'ai déjà vécu, notamment à l'étranger, une situation d'urgence médicale, puis le vol est décalé, puis après ça, rapidement, dans mon cas, là, ça avait été Transat, ça avait été fantastique. Tout le monde avait rapidement eu l'information, tout le monde était pris en charge, on savait ce qui se passait, on savait c'était quoi l'alternative, voici des coupons pour manger. Mais au prix que ça coûte. Bien fait, là. T'sais. Mais là, quand c'est l'aéroport, puis on connaît les enjeux là, de Montréal-Trudeau, la moindre des choses, s'il vous plaît, communiquez l'information clairement aux gens. Parce que, comme voyageur, une fois que tu sais ce qui va arriver, ça va. Tu sais, t'es pas dans le néant, t'es pas dans la brume. On comprend la situation, mais encore une fois, c'est dénoncer, ça, les espèces de problèmes de communication qui sont malheureusement récurrents. L'exercice en politique, Alexandre, est intéressant. On a eu la semaine passée un sondage dans les intentions de vote au Québec. Et là, tu nous présentes ce matin le baromètre des politiciens chouchous
et mal aimé? Moi, j'aime toujours la saison, des baromètres comme celle-là. La semaine passée, on avait un classique qui revient à chaque année, les prénoms de bébés, voir les prénoms les plus inusités de bébés dans pas long. Mais à cette époque-ci de l'année, à chaque année, on a droit au sondage léger, le journal TVA, des personnalités politiques préférées et moins aimées des Québécois. Puis là, cette fois-ci, c'est quand même surprenant parce qu'on a Mark Carney qui se maintient là, encore et toujours au sommet là, des personnalités les plus appréciées des Québécois. 50% des gens là, ont une opinion favorable de Mark Carney. Ça peut monter jusqu'à 60% au Québec. C'est la première fois que c'est un Canadien anglais, d'ailleurs, qui peut trôner à ce sommet. Ensuite, Christine Fréchette, ça aussi, c'est assez intéressant, là, considérant que la coalition Avenir Québec a de la difficulté à aller chercher le plus d'appui. Elle est comme traînée vers le bas par son conseil des ministres. Là. Il y en a la moitié du conseil qui est en bas de 30% de notoriété, par exemple. Ce qui fait en sorte que ça peut freiner un tout petit peu là, Madame Fréchette. Puis après ça, c'est Mélanie Joly qui complète là, le podium. Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, se retrouve là, à 44% d'appui. Les quatrièmes dans ce palmarès. S'ensuit ensuite le Soraya Martinez-Ferradaille, François Blanchet, Yann Lafrenière, Catherine Fournier. Catherine Fournier qui, d'ailleurs, a presque aucune mauvaise opinion des Québécois. Là, le 39% d'opinion favorable, mais 9% défavorable. Le reste des gens, bof, ça les préoccupe pas trop ce qui se passe dans la municipalité de Longueuil. Donc, c'est un sondage qui est assez intéressant, surtout que Charles Milliard, lui, commence à avoir une notoriété en hausse, mais pour un chef de parti, ça flotte pas bien haut. On peut se comprendre que ça, c'est une impression qu'on a qui se confirme un tout petit peu, Alex, là, avant que je passe au mal-aimé de ce classement. Avant que tu passes au mal-aimé, dans le cas de Mark Carney, c'est l'histoire d'amour, la lune de miel qui se poursuit. C'est quand même assez fascinant, là, parce que je pense que les Québécois ont acheté un CV. Je pense que les Québécois ont acheté une réputation, plus que d'autres choses, dans le cas de Mark Carney, tu sais, qui... pas le gars qui vient le plus en entrevue. C'est pas le gars non plus qui se présente le plus à la période de questions. Même les conservateurs l'ont souligné la semaine passée avec un beau gâteau pour dire « Hey, tu sais, 100e période de questions manquées pour Mark Carney à la Chambre des communes. » Des résultats mitigés à l'international, quand même. Quand on regarde ça, je veux pas non plus être 100% négatif, c'est-à-dire que Mark Carney, est un premier ministre qui voyage beaucoup, essaie de tisser des liens à l'international. C'est à se demander si on est en train de devenir européen aussi, parce que on essaie de se rapprocher beaucoup de l'Europe. Mais le véritable test, puis là, on s'apprête, on dessus en fin de semaine, là, 1er juillet, ça va être le début là, des pourparlers pour la renégociation de l'ACEUM, l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Essentiellement, on va avoir 3 choix, là. Est-ce que, par exemple, les États-Unis puis le président Trump, des fois, fait référence à ce scénario-là? Est-ce qu'on va carrément en sortir de cet accord? Est-ce qu'on le prolonge tel quel? Est-ce qu'on le renégocie? Le véritable test pour Mark Carney, ce sera ça, là. Ce sera celui-là. Parce que, souvenez-vous pourquoi les Canadiens et les Québécois l'ont choisi, Mark Carney. Là, c'était le sauveur, celui qui marchait sur l'eau pour nous enlever les tarifs. Là, écoutez, là, pas péter votre ballon, les amis. Là, on est le 22 juin, là, puis les tarifs, on en a encore. Là. On a encore à la pelleter, on a reculé sur bien des choses, notamment la taxe sur les géants du numérique pour faire plaisir à l'empereur Donald. Et ça n'a rien changé. Un petit mot sur Mme Fréchette. Je pense qu'on peut dire que, selon ma lecture des événements, c'est une rentrée qui est réussie pour Mme Fréchette. Elle arrivait dans un contexte très difficile où la CAQ était dans la cave. Il y avait une cote il y avait une insatisfaction généralisée envers le premier ministre François Legault, mais envers ce gouvernement-là. Rapidement, il a su se positionner, une approche différente. Une première ministre qu'on a qualifiée d'hyperactive, qui était très présente sur le terrain, presque une annonce par jour. Elle en refera une encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et après ça, le défi de Mme Fréchette dans les prochains jours, et elle a déjà commencé en fin de semaine avec une première candidature, là, ça va être de repositionner le parti, là, parce qu'on a beau pu appeler ça la CAQ, appeler ça la coalition, notre nouveau gouvernement, essayer de changer un peu l'emballage. Il faudra quand même avoir un projet à présenter aux Québécois, des candidatures de qualité, parce qu'il y en a plusieurs qui ont quitté le navire. Je vous rappelle qu'il y a 33 députés qui sont partis.
Maintenant, les mal-aimés, ça c'est toujours intéressant. Puis il y a une certaine corrélation dans les mal-aimés et cette corrélation-là, elle est conservatrice. Elle est conservatrice parce que le politicien le moins élevé, encore une fois, parce qu'il avait déjà ce titre-là, c'est Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada, qui est suivi de près par Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Donc on la voit, cette espèce de tendance-là. Ils sont là en termes de déficit, là, moins 38 d'appréciation, moins 31 pour Éric Duhem. Et c'est Bernard Drinville qui s'en vient compléter là, ce podium-là. Bernard Drinville qui aurait voulu, là, on peut le comprendre, dans la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, remonter un tout petit peu sa cote de popularité, revenir dans le cœur des Québécois. Ben ça semble pas avoir marché. Je pensais qu'il était bien aimé, moi, Bernard Drinville. Ben, dans le cas de Bernard, Drinville, il est polarisant. Oui. Il est très polarisant. On l'a vu dans la dernière course, qui partait déjà là, avec peut-être une cote de popularité moins élevée que Mme Fréchette. Il est plus abrasif, Bernard Drinville. Je ne suis pas nécessairement surpris de le voir là. On comprend que la course aussi à la chefferie a laissé des traces. Dans le cas des conservateurs, bon, je trouve que les gens sont sévères là, à l'endroit de Pierre Poilievre, à l'endroit d'Éric Duhem, même Maïté Blanchette-Vézina. C'est ça. Elle est quatrième là-dedans. Oui, aussitôt qu'elle quitte la CAQ, rejoint les conservateurs, hop, t'es quatrième politicienne la moins aimée au pays selon les Québécois. Ouf. Non, mais c'est sûr que les transfuges, les gens souvent n'aiment pas particulièrement ça. Et notons quand même la présence du bon Marc Miller pour l'ensemble de son œuvre. Là-dessus, je suis quand même assez d'accord. Bon, on est rendu où, là, Alexandre, dans les négociations avec l'Iran? Parce que, tu sais, ça devait commencer vendredi en Suisse. On a reporté ça. On a commencé en fin de semaine. On s'est chicané. Ouais, puis on a fermé momentanément le détroit d'Ormuz aussi, Alex. Si vous n'êtes pas les seuls à la maison à avoir été confus, là, si vous avez des alertes sur votre téléphone là, qui vous disent « Ah, ben là, les négociations commencent, le détroit est fermé, des attaques au Liban, les négociations reprennent. » Ça a été un peu de ça, là. À l'image, si on veut, ben, du conflit au Moyen-Orient là, qui perdure depuis des mois et des mois. Là, dans les Alpes suisses, dans l'hôtel de luxe de Birkenstock, on est en train de négocier officiellement. Semble-t-il que les médiateurs du Pakistan et du Qatar en ont plein les bras, mais qu'on a commencé là, une première séance de négociation parce que là, on va installer ce qu'on appelle une cellule de gestion des conflits avec une ligne directe entre l'Iran et les États-Unis pour être capable de mettre d'un côté fin aux affrontements entre Israël et le Hezbollah dans le sud du Liban, mais aussi pour être capable de s'appeler plus rapidement si jamais il y a fermeture du détroit d'Ormuz, parce que c'est ce qu'on a fait en fin de semaine. L'Iran a réagi au fait qu'Israël a continué de bombarder le Liban. Je rappelle, dans l'accord cadre, ils ne sont pas censés continuer à avoir des hostilités là-dedans. Ils l'ont fait pareil. L'Iran a répliqué. Là, Israël ont décidé finalement de lever là, des interdictions de rassemblement aujourd'hui en disant, regardez, on apaise ça, on va plus attaquer là, mais notre armée va rester au Liban aussi longtemps que nécessaire. Et ce qui n'a pas aidé, mais c'est Donald Trump. En fin de semaine, le semble-t-il, au bout de 1h20 à peu près de négociations, hop, tous les Iraniens se sont levés puis ont sacré leur camp de la pièce parce que M. Trump était rendu sur Truth Social en train de dire ben, que là, le Hezbollah devait arrêter de causer des problèmes, sinon il allait se faire bombarder par les États-Unis. Ça n'a pas plu aux négociateurs. Bref, ça s'annonce long, ça s'annonce ardu. Là, c'est 60 jours. Est-ce qu'on va le reconduire après? Est-ce qu'on va être capable de faire ça en dedans de 2 mois? Ben ça, c'est la grosse question. Pour les Américains, il y a 2 variables là, qui sont à risque de faire capoter ces négociations-là. La première, c'est Benjamin Netanyahou, qui est une espèce d'électron libre, qui fait ce qu'il veut. J'entendais Trump dans des entrevues en fin de semaine dire « Non, il va m'écouter, là, parce que, tu sais, il me respecte beaucoup, puis il fait ce que j'ai dit de faire. » Oui, on voit ce que ça donne sur le terrain. Et deuxième personne qui risque de faire capoter ces négociations-là, c'est le Donald lui-même. Puis on a vu ce qui s'est passé en fin de semaine avec son commentaire. Rapidement, ben, la délégation iranienne était insultée, s'est levée. Les 60 prochains jours vont vraiment être, j'ai l'impression, en montagne russe. On n'est pas au bout de nos peines. C'est un accord cadre là, qui a été signé, mais on n'a pas encore abordé les questions les plus importantes. Un petit mot pour vous dire aussi que voilà, c'est fait. Le premier ministre britannique Keir Starmer a officiellement annoncé sa démission. C'était dans l'air depuis un certain temps. Maintenant, portrait du box-office, Isabelle, au culturel. Histoire de jouets 5 scores. Vraiment, les jouets ont la cote 171 millions de dollars en recettes. Il s'agit du meilleur démarrage pour la franchise Pixar et le 2e meilleur de tous les temps pour un film d'animation. C'est le 13e meilleur démarrage de tous les temps. Là. 13e, c'est quand même très bon. Le seul film d'animation qui a réussi à faire mieux pour un premier week-end, c'est Les Indestructibles 2, sorti en 2018, où le film avait amassé plus de 180 millions
de dollars, un film de Brad Bird. On est 30 ans plus tard, 30 ans après la première sortie d'Histoire de jouets 1, Woody, Buzz sont de retour. Jessie va mener cette quête à la tablette où Lilypad est en train de tout bousiller l'univers des jouets. C'est vraiment très bon. Arrive en deuxième position Disclosure Day, la révélation de Steven Spielberg, qui connaît une chute de 60% pour un deuxième week-end. Oh. C'est vraiment pas bon. Pour un film qui a nécessité beaucoup de budget, on est dans l'hypothèse que peut-être l'État nous cacherait l'existence d'extraterrestres. Bien sûr, c'est un thriller de science-fiction. On sait que Steven Spielberg adore ce thème des extraterrestres. Très bon film où Emily Blunt rayonne, un des meilleurs rôles de sa carrière sans doute. La fin peut laisser certains sur son appétit. Les critiques sont mitigées. J'ai trouvé que c'était un bien bon film. Par contre, côté box-office, c'est pas tout à fait ça, là. Ça doit être assez décevant pour ceux qui reçoivent les chiffres aujourd'hui. Ça reste le deuxième film le plus regardé cette fin de semaine. Et au sport, Alexandre, ben, c'est une méga transaction dans la Ligue nationale de hockey. Ouais, coup de tonnerre hier dans la Ligue nationale. Mauvaise nouvelle pour les gens qui sont dans l'Est, de manière générale, dans notre conférence, incluant les fans du Canadien, parce que les frères Tkachuk vont être officiellement réunis. Brady va partir rejoindre là, son frère en Floride, une transaction monstre là, qui implique les deux. On savait à la fin de la dernière saison, là, du côté de Brady Tkachuk, il avait donné des conférences de presse en disant « Oui, j'aime Ottawa. OK, mais allez-vous rester? » C'était le silence complet radio à ce moment-là. Et donc, on échange ces 3 choix de première ronde, un choix de deuxième ronde là, pour avoir Brady qui va pouvoir essayer de réaliser encore une fois avec son frère les meilleurs exploits. Ils ont gagné l'or ensemble là, aux Jeux olympiques avec les États-Unis. Ces 2 petites pestes, on sait qu'ils sont capables de frapper dur. Ils ont des mains également. C'est une combinaison en ce moment là, qui fait les plus grands succès de la Ligue nationale de hockey. J'ai hâte puis j'ai pas hâte de voir cette prochaine saison. Je regardais tantôt le top 9 là, des Panthers de la Floride, puis tu rajoutes Brady Tkachuk. Là. Oui. Aïe, aïe.